Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte du jour, Christian. Salut Christian. Ouais, salut Francis. Ça va la forme? Ouais, ça va, tranquille. D'accord, c'est parfait. Au programme de cette émission, nous allons donc revenir sur la première session du Mercato. Il y a quelques transferts qui sont plutôt très intéressants pour la saison prochaine. Par la suite, nous aurons le focus du jour qui sera consacré à la Coupe du Monde des clubs. Nous allons essayer de savoir quels sont les tenants et les aboutissants et surtout notre hype par rapport à cette compétition. Et enfin, nous allons revenir sur quelques performances de pays africains lors des derniers matchs amicaux. Prêt? Allons-y. D'accord, c'est parfait. Alors, les clubs sont déjà en train de se préparer pour la prochaine saison, à la fois pour les championnats locaux et surtout pour les différentes compétitions qui arrivent d'ici peu. Et le moins que l'on puisse dire, Christian, c'est qu'il y a déjà des transferts qui semblent intéressants. Je prends le cas de Manchester City qui s'est énormément renforcé avec l'arrivée de Reinders du Milan AC et surtout de Ryan Cherki. Quelle est ton appréciation par rapport au changement d'effectif de Manchester City? Ouais, c'était assez vieillissant. Il voulait redonner un peu de souffle à son effectif. Donc, on verra bien. Comment il mettra en place tout ce collectif avec tous ces nouveaux joueurs. D'accord. Il est clair que parmi les différentes recrues de Manchester City, celle qui attire le plus notre attention, c'est celui du jeune lyonnais Ryan Cherki qui a fait une saison exceptionnelle avec l'Olympique Lyonnais en terminant meilleur passeur de Ligue 1 et surtout meilleur passeur de la Ligue Europa. Et en plus de cela, il a fait une entrée tonitruante avec l'équipe de France. Selon toi, est-ce qu'on peut dire que Ryan Cherki est arrivé à Manchester City au bon moment? Personnellement, je ne pense pas. Après, j'espère m'être trompé. Parce que Cherki, je le vois pas déjà comme un joueur confirmé. Je le vois comme un joueur entrant. Il peut être dans une rotation, mais je trouve que Manchester City est un petit peu trop gros pour lui, pour l'instant. Je le vois bien dans un club un peu moins huppé pour qu'il puisse un petit peu gagner encore en expérience et tout. Donc, comme j'ai dit, j'espère me tromper. On verra bien s'il arrivera à être dans ce collectif et à montrer ce qu'il sait faire avec surtout beaucoup de concurrence. Donc, on verra bien. D'accord, je vois. Personnellement, je ne suis pas d'avis avec toi. Je pense que Ryan Cherki est arrivé à Manchester City au bon moment. Déjà, sur le plan sportif, il est au sommet de son art. Par contre, il est toujours important pour un joueur de changer de club au moment où il est à son prime. Et le moins que l'on puisse dire sur Ryan Cherki, c'est qu'actuellement, il est entièrement à son prime. Il maîtrise son jeu. En termes de créativité et de passe, il est au sommet de son art. Il fait partie du top 5 européen en termes de créativité et de numéro 10. Et là, il arrive dans une équipe de Manchester City qui est en reconstruction. Ça veut dire que toutes les cartes sont redistribuées. Déjà, avec le départ de Kevin De Bruyne, ça libère déjà une place en tant que numéro 10, d'une part. Et d'autre part, vu la saison décevante de Phil Foden, de Bernardo Silva ou d'autres encore, il y a beaucoup de place à prendre et je crois que Ryan Cherki va pouvoir, grâce à son abnégation, à sa technique et surtout à sa volonté de marquer les esprits. Il a signé pour 5 ans, donc c'est un transfert pour plus ou moins une longue durée. Ça veut dire que le club et Pep Guardiola font confiance à Ryan Cherki, sinon il aurait signé plutôt 2 ans. Ça veut dire que Pep Guardiola va s'avancer avec lui pour un travail sur le long terme. Et je suis persuadé qu'il est allé au bon moment à Manchester City et je pense vraiment que ça va marcher. De toutes les manières, il ne peut avoir que les deux extrêmes. Soit ça va excellemment marcher avec Ryan Cherki, on va retrouver pourquoi pas à minima ce qu'on a eu avec Kevin De Bruyne ou encore David Silva, ou alors ça va moins bien marcher, mais je suis persuadé qu'il est arrivé au bon moment. Ouais, comme j'ai dit, on verra bien. Et comme tu l'as dit, il y a forcément une place à prendre. Parce que l'année passée, Bernardo Silva, Phil Foden, ils n'ont pas fait une bonne saison. Donc, il y a sa place à prendre avec encore des pas de Bruyne. On verra bien ce que ça pourra donner dans le collectif.
D'accord, ce qui est sûr avec, vu le nombre de matchs exponentiels auxquels les clubs sont soumis, il aura largement de quoi pouvoir faire tes preuves entre la FA Cup, le championnat d'Angleterre, la Ligue des Champions ou d'autres compétitions. Il aura le temps de faire ses preuves et je suis persuadé qu'il est arrivé au bon moment. Il n'a pas forcément d'embouteillage. Certes, il y a de la concurrence, mais j'ai plutôt l'impression qu'hormis Haaland et Rodri, tous les autres joueurs repartent de zéro. Donc, il a sa place à prendre. De son côté, le champion d'Angleterre, Liverpool, a noté les arrivées de Florian Wirtz et de Frimpong. Déjà, sans Florian Wirtz, Liverpool était déjà le champion d'Angleterre. Ils avaient une équipe stratosphérique. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois de plus, avec ce transfert, Liverpool est plus que favori à sa propre succession? Je sais pas, je crois que l'année prochaine sera assez relevée. Mhm. Après, il est clair que en recrutant vite, il passe une fois de plus à une autre dimension. Ils ont bien remplacé Alexander Arnold par avec Frimpong, qui a fait une très belle saison avec Leverkusen, qui est pour moi déjà un joueur confirmé. Donc voilà, l'effectif de Liverpool, il est déjà assez garni, renforcé. Ils ont pas mal de joueurs qui ont dans la rotation et tout, même si bon, je trouve ça un peu dommage pour Szoboszlai, mais bon, c'est le football et après, comme tu as dit, il y a beaucoup de matchs dans la saison, donc ils auront le temps de, voilà, chacun de montrer de quoi ils sont capables. Mais Yates, c'est vraiment une très bonne recrue. Effectivement, je partage ton avis, c'est une très bonne recrue, du même acabit que Ryan Cherki, voire d'un talent supérieur, parce que depuis ces dernières années, il a contribué au succès du Bayer Leverkusen à travers sa vista, sa créativité, sa technicité, sa capacité à créer des actions de jeu, à créer des décalages et toujours être présent avec la passe qu'il faut. Moi, je pense que c'est le transfert qu'il fallait à Liverpool. Et ça va permettre à Liverpool, une fois de plus, de franchir un cap. En plus de cela, ils ont prolongé Mohamed Salah. Et là, je crois que non seulement sur le plan du championnat domestique, à savoir l'APL, ils sont repartis pour un tour, mais en plus de cela, pour la prochaine Ligue des Champions, il va falloir compter avec Liverpool, oui. Même si pour moi, ce qui manque à Liverpool, c'est un pur neuf. Ils ont fait le transfert de Darwin Nunez, mais ça a été un échec. Pour moi, il en manque un neuf. Et je pense qu'avec avec le transfert de Florian Wirtz, les dépenses qu'ils ont fait pour l'avoir, et je crois aussi le latéral gauche de Bournemouth, son nom m'échappe. Mais bon, je pense que ils auront du mal à recruter un autre avant-centre, à part s'il y a des ventes. Quoi qu'il en Moi, je voudrais, par exemple, qu'un joueur comme Alexander Isaac puisse venir à Liverpool, ça aurait été encore une valeur ajoutée. Justement, tu fais bien d'en parler puisque il est pressenti dans les rumeurs pour rejoindre le FC Liverpool. Et effectivement, si à ce moment-là, déjà là, ils ont une équipe stratosphérique. Certes, tu parles d'un neuf, mais je tiens à te préciser que sans neuf, ils ont quasiment gagné l'APL et ils étaient favoris pour la Ligue des Champions. Donc, si en plus de cela, ils recrutent Alexander Isaac en plus de Florian Wirtz. Là, franchement, je crois qu'on aura droit à une armada. Ouais. De son côté, au niveau du Real Madrid, on a noté, on a noté les arrivées de Trent Alexander-Arnold qui a fait sa présentation en fin de semaine. On a noté la présence du jeune défenseur espagnol Huysen, qui a fait une excellente performance à la fois contre l'équipe de France et contre le Portugal lors de la Ligue des Nations. Et on a la recrue phare qui a failli être chippée par le Paris Saint-Germain, à savoir le joueur de River Plate de 17 ans, Mastandino. Quel est ton regard sur ces trois arrivées au Real Madrid? Ah, ce sont des très bons recrues, surtout pour ceux jeunes Argentins. J'ai regardé les vidéos de ces matchs avec River Plate, c'est vraiment une très bonne pépite, c'est une très bonne recrue. Et avec la baisse enragée de Rodrigo, par exemple, Diaz, il n'a jamais su confirmer au Real de Madrid. Ouais, il peut avoir sa carte à jouer. Avec encore Alessandro Arnold qui est encore dans la rotation avec Carvajal, ouais. Ils se sont renforcés. Je pense qu'il fallait un peu de sang neuf. Je crois que c'est ce qu'ils ont essayé d'apporter avec le recrue. Donc, ça promet aussi de belles choses. Maintenant,
Tout comme Manchester City, reste à voir comment le collectif prendra. Et puis s'ils sont réussi à reconstruire avec un nouvel entraîneur. Effectivement, moi, je suis d'avis avec toi. Je pense que le Real Madrid est parti dans une sorte de reconstruction. Et vu le nombre de matchs auxquels le Real Madrid va être confronté, entre la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, etc., etc., plus il y en a, mieux c'est. Je crois savoir que pour la Coupe du Monde des clubs, Rodrigo a une discussion et a échangé avec Xabi Alonso et il est dans le groupe pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, j'espère qu'il pourra se remettre dans le droit chemin afin de faire briller le Real Madrid comme tant de fois il a fait durant ces dernières années. De l'autre côté, du côté de la Serie A, on note l'arrivée majeure du King, Kevin De Bruyne. On avait discuté par rapport à son départ précédemment avec Joy Steve sur le fait que c'était le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City. Ça se disputait avec Kun Aguero, même si perso, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, voire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Et là, Kevin De Bruyne va rejoindre le club champion d'Italie, pardon, le Napoli de Conte. Quelle est ton appréciation par rapport à l'arrivée de Kevin De Bruyne? Déjà, c'est une très bonne recrue. Et pour Naples, je crois que ça sera plus bien pour Naples que pour De Bruyne parce que il a eu plusieurs offres alléchantes en Arabie Saoudite. Et donc, il a fait le choix du sportif. Je pense qu'il a encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Donc, voilà, c'est bon pour Naples. D'accord, C'est bon pour la Série A. effectivement, notons il rejoint son coéquipier en sélection nationale, Romelu Lukaku. Moi, je pense que c'est une très bonne recrue pour le Napoli. Kevin De Bruyne a atteint un niveau et un âge où il est difficile pour lui de performer avec l'intensité de la Première Ligue. Par contre, en ce qui concerne la Serie A, je crois que, hormis les exploits de l'Inter, les autres équipes d'Italie sont dans un moment beaucoup plus délicat ces dernières années. Et je crois que l'arrivée de Kevin De Bruyne au Napoli va permettre au Napoli, qui n'avait pas déjà un jeu assez alléchant, il va pouvoir redistribuer la carte et changer de manière quasi monumentale l'efficacité près du but de cette équipe du Napoli. Et je pense que je vois bien ce mariage marcher quand je vois l'accueil qu'il a eu de la part des tifosi du Napoli. Je crois que ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a pour moi, personnellement, je pense que la Serie A, la Serie A est un petit peu un plan de retraite, un peu comme le championnat turc. Quand je vois Modric, qui est pressenti pour aller au Milan AC, De Bruyne à Naples, je sais pas. Je crois que c'est une destination que les gens, la plupart des footballeurs prennent quand ils sont déjà en fin de retraite. Je pense pas qu'un club au championnat français aurait pu, par exemple, le prendre. Il faut déjà qu'il soit intéressé par le championnat de France. Non, mais par rapport à ce que tu as dit, je partage pas ton avis. La Serie A a toujours procédé avec de la sorte avec des joueurs d'un certain âge. Ils sont beaucoup plus intéressés par les joueurs expérimentés. Il suffit de voir le cas du défenseur de l'Inter de Milan, je crois que c'est Acerbi, qui avait 37 ans, mais qui a réussi à marquer le but qu'il fallait pour éliminer le FC Barcelone. Donc, c'est l'histoire de la Serie A. Ils ont toujours fonctionné avec des joueurs d'une certaine expérience. Je ne dirais pas que c'est un championnat exotique de qualité comme la Turquie. Je tiens quand même à préciser que sur les 5 dernières années, on a eu la Roma qui a gagné la Ligue Europa Conférence. On a eu la Roma qui a fait finale de Ligue Europa l'année qui suit. On a eu l'Inter de Milan qui a fait la finale de Ligue des Champions en 2023 contre le Manchester City de Pep Guardiola. Et rebelote, on a encore eu l'Inter de Milan qui a fait la finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Je crois que c'est un excellent souvenir pour toi d'ailleurs. Donc, pour un championnat qui recrute beaucoup de joueurs vieillissants, je trouve quand même qu'en termes de résultats, c'est pas mal. Peut-être la sélection nationale ne va pas dans le même sens, mais en ce qui concerne les clubs, quand je vois l'évolution de l'Inter de Milan, même s'ils ont été présents sur 2 finales sur les dernières années, la Roma ou encore la Fiorentina qui va très souvent loin en Ligue Europa Conférence, je pense plutôt que c'est un championnat qui se bat plutôt bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon,
comme tu as dit, les tifos étaient heureux, c'est le plus important. On verra bien ce que ça donnera cette saison. D'accord. Dans le cas des départs qui sont marquants, on note le départ du Bayern de Munich de Leroy Sané, qui allait du côté de Galatasaray. J'ai l'impression avec ce joueur que ça a été une perpétuelle déception. On nous a vendu beaucoup d'espoir par rapport à Leroy Sané, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a eu que des fulgurances. Je suis même étonné qu'il ait mis aussi longtemps dans un club tel que le Bayern de Munich. Moi aussi, c'est pareil. Je crois qu'il a eu, il avait beaucoup de talent. Mhm. Il a vraiment du talent. Moi, j'aurais aimé qu'il reste de ma Manchester City. Encore plus sympa en Premier League parce que je crois que c'est là-bas qu'il était à son prime. Et à l'époque, il était vraiment au même niveau que voilà, à des Vinicius et les très grands joueurs à son poste. Bayern, je peux dire qu'il jouait la chance, je peux dire ça comme ça. Parce que je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à sa relation salariale. Finalement, ça ne s'est pas fait, donc il était parti à Galatasaray, même si je pense qu'il avait forcément d'autres options. Je pense même qu'il aurait été pour moi, par exemple, une très bonne pêche pour le Barça, pour le Barça, vu qu'il partait même libre. Après, reste à voir si c'est ce qu'il voulait en tant que joueur. Donc, et je trouve ça dommage. Perso, moi, je pense que c'est un joueur qui a toujours été surcoté. Il n'a jamais eu une performance qui m'a impressionné outre mesure. Toi, tu le compares à son prime à Vinicius. Pour moi, il n'a même pas un Vinicius dans son pied. Je trouve qu'il a été trop surcoté. Je ne lui dénie pas le fait d'avoir du talent, mais le football, c'est pas uniquement du talent, c'est aussi la mentalité qui va avec. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Pep Guardiola n'a pas eu besoin de lui pour transformer Manchester City en la machine de guerre qu'elle est devenue. Et le Bayern de Munich, avant Leroy Sané, gagnait déjà des titres, et après Leroy Sané, continuera à gagner des titres. Je pense que c'est un joueur qui a été beaucoup trop surcoté par le football allemand, parce qu'il sortait un peu des standards des joueurs allemands typiques. Donc, pour moi, le Bayern de Munich fait ce qu'il faut pour se débarrasser d'un joueur qui a beaucoup trop profité du fait de jouer dans un grand club. Un autre club où on a un départ qui arrive à grands pas, c'est le FC Barcelone, qui a recruté le gardien de l'Espagnol de Barcelone et qui est tout simplement en train de foutre à la porte Ter Stegen, qui est actuellement le gardien numéro 1 de la sélection allemande. Quel est ton regard sur la manière avec laquelle le FC Barcelone traite le Ter Stegen? C'est vrai qu'il a été blessé, mais de là à recruter ce nouveau gardien comme numéro 1 et de mettre Chesney comme gardien numéro 2 devant Ter Stegen, ça te montre à quel point le football est ingrat. C'est ce que je voulais dire. Après, ça reste le football. On ne sait jamais ce qui peut se passer. D'après les informations que je peux avoir, il y a des rumeurs comme quoi il avait mal pris le fait de ne pas être titulaire contre l'Inter de Milan. Autant il y a disponible. Donc, il a refusé de faire le voyage au match retour, si je me trompe pas. Oui, au match retour, il a refusé de faire le voyage à l'Inter. Il y avait les tensions avec Hansi Flick. Après, il y a eu beaucoup de choses à l'interne. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Mais c'est un petit peu dommage pour tout ce qu'il a apporté au Barça. Au Barça, devant ça se foot. Football, c'est être ingrat. J'espère que ce gardien de l'Espagnol de Barcelone sera vraiment performant. Parce que il y a aussi à côté Peña, Effectivement. qui sortait de la Masia. Moi, je pense même qu'il était aussi talentueux que l'Espagne, donc que le gardien de l'Espagne de Barcelone. Je sais pas pourquoi on lui a pas donné sa chance. Vraiment pas, donc. Au football. D'accord. Pour revenir à Ter Stegen, officiellement, il semblerait que depuis son retour de blessure, il n'est pas l'attitude adéquate depuis qu'il est revenu de blessure. Mais en outre de cela, d'après certaines indiscrétions, eu égard des problèmes financiers du FC Barcelone, peut-être il a une masse salariale, ils doivent réduire la masse salariale et Ter Stegen fait partie de ceux qui, en termes de coûts, coûtent énormément cher au FC Barcelone. Ça fait quand même plus de 7 ans qu'il est titulaire au FC Barcelone. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Lui, apparemment, il voudrait rester, mais d'après les dernières informations
apparemment, s'il reste, ça sera en tant que troisième gardien. Et c'est ça le deal qui doit passer avec l'établissement du FC Barcelone. Par contre, là où j'ai une question à te poser, euh, c'est très rare que le mercato commence avec des changements aussi majeurs. On voit le Real Madrid qui s'est largement recomposé à travers les arrivées de Xabi Alonso, de Trent Alexander-Arnold, de Mastantino ou encore de Huijsen. On voit du côté de Liverpool qui a recruté Frimpong et Florian Wirtz. Je ne parle même pas de Manchester City avec ses 4 recrues, ou alors du Bayern de Munich avec Jonathan Tah pour solidifier leur défense. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les grands mastodontes, le titre du Paris Saint-Germain, a quelque peu redistribué les cartes et font en sorte que les grands mastodontes du football européen essayent de retrouver, de reconquérir leur blason? Moi, je pense qu'au-delà du titre du Paris Saint-Germain, je crois que les grands clubs européens ont pris conscience du fait que il y aura désormais beaucoup, mais alors beaucoup de matchs au cours de l'année. Et donc, pour éviter les risques de blessures, il faudra qu'ils puissent se renforcer, notamment le Real de Madrid, pour ne plus avoir les mêmes problèmes de blessures qu'ils ont eu durant les 2 dernières saisons. Ça, vraiment, c'est essentiel. C'est pour ça que j'espère que notamment ces grands clubs commenceront à faire beaucoup, mais alors beaucoup de rotation et que ce soit la possibilité aux jeunes de se montrer, un peu comme ça a été le cas au Paris Saint-Germain ou même à Manchester City, comment c'est que Pep Guardiola a l'habitude de faire aussi la rotation. Tu parlais du nombre de matchs qui est exhaustif et ça tombe bien vu que ce week-end va débuter la première édition de la Coupe du Monde des clubs qui verra 32 équipes s'affronter. 2 équipes se qualifient par poule, c'est format Coupe du Monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un pactole financier à remporter. Déjà, quel est ton regard sur cette compétition? Est-ce que elle te hype ou alors c'est sans plus? Je sais pas trop. Bon, après, en étant amoureux de football, généralement, quand les saisons s'achèvent, les saisons dans les différents championnats s'achèvent, on est encore en vacances, on sait pas trop quoi regarder, mais là, on a au moins une compétition. Même si la Coupe du Monde des clubs, on sait pas encore trop comment ça va se présenter. Il y a un climat politique qui est assez aux États-Unis. Donc, il faut aussi se comprendre qu'il y a aussi un problème de place. Donc, la FIFA essaie tant bien que mal à revendre des billets, comme quoi une place achetée, 4 offerts. Donc, ils misent vraiment sur cette compétition pour voir beaucoup de bénéfices. Donc, voilà, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Mais je pense que on verra si la compétition sera déjà assez attrayante au niveau des quarts, des demi-finales. Parce que là, je pense qu'il y aura des grosses rencontres. On verra surtout comment les clubs se comporteront, s'ils se donneront à fond. Donc, voilà. D'accord, donc si je comprends bien ton propos, tu as l'impression qu'au début de la compétition, les clubs, les mastodontes européens seront en mode match de pré-saison, comme les tournées américaines qui font très régulièrement, ou les tournées asiatiques. Et à partir des quarts de finale, là, ils vont se mettre en mode compétition. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Perso, moi, je suis très hypé par cette compétition. D'une part parce que la vocation du football, le football a toujours été un sport universel qui ne connaît pas de classe sociale, de rang social ou encore de continent ou de pays. Donc, du même acabit qu'il y a une Coupe du Monde qui réunit les meilleures nations du monde, je trouve qu'il est important qu'il y ait une compétition qui réunit les meilleurs clubs du monde. Ça va permettre à des clubs africains, asiatiques, de l'océan Pacifique, américains, de se confronter aux gratins européens. Même si la manière avec laquelle les clubs européens ont été sélectionnés me semble encore bizarre, j'ai quand même envie de voir ce que va donner des matchs de River Plate, des matchs de Boca Juniors, de l'Espérance de Tunis, du Wydad de Casablanca. Ça va permettre à tout le football
de se développer. Les clubs africains, brésiliens ou encore américains vont apprendre des compétitions, des matchs pardon et des confrontations qu'ils auront contre les mastodontes européens. Ça va les permettre de grandir. Si on constate que les nations africaines se sont développées, c'est aussi eu égard des matchs qui jouent contre les autres pays du monde durant la Coupe du Monde. Donc rien que pour cela, je pense que c'est une compétition qui va marcher. Maintenant, oui, c'est vrai que malheureusement, vu qu'elle se déroule aux États-Unis, les États-Unis n'est pas le pays le plus intéressant en termes de promotion du soccer, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce sport là-bas, à savoir le football. Mais par contre, je suis sûr et je suis persuadé que sur le plan des téléspectateurs, la plupart des supporters des différents clubs seront hypés par cette compétition. Une fois qu'on a dit ça, selon toi, quels sont les favoris pour toi de cette compétition? Je pense déjà le Paris Saint-Germain, D'accord. parce que eux, contrairement aux autres, ils seront dans la continuité de leur succès en Ligue des Champions, en championnat. Donc le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, bien sûr, parce qu'ils aiment gagner des premières compétitions. Donc, et ça sera aussi l'occasion pour eux de pouvoir tester les différents automatismes. Bien entendu, Manchester City, même si pour eux, j'ai un petit peu de doute. Avec toutes ces recrues, je pense pas encore que la monnaie prendra. Je dirais bien soit Paris, soit le Real de Madrid. D'accord, je partage ton point de vue. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ceux qui nous semblent favoris au premier regard, c'est bien entendu le Paris Saint-Germain. Ils sortent d'une excellente saison et de leur fabuleux titre en Ligue des Champions. Et je crois que vu que la compétition de la Coupe du Monde des clubs arrive très rapidement, moins de 3 semaines après le titre du Paris Saint-Germain, ce qui signifie que les joueurs sont restés en mode de concentration. Donc, je suis persuadé que, étant donné que le Paris Saint-Germain, depuis qu'il a été repris par les Qataris, est une marque internationale, à travers cette compétition, c'est un moyen de plus pour le PSG de faire en sorte que sa marque puisse beaucoup plus briller aux États-Unis et ailleurs. Et à travers une compétition comme la Coupe du Monde des clubs, il est intéressant en termes d'image pour le nouveau champion d'Europe de participer à cette compétition-là et d'y faire bonne figure. Pareil pour le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est beaucoup plus par rapport à un devoir parce qu'en termes d'exposition, le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Ils ne sont plus à présenter. Mais eu égard des récentes performances et de la saison catastrophique du Real Madrid par rapport au titre majeur et sur le plan du jeu et surtout des humiliations face à Arsenal et surtout au FC Barcelone, le Real Madrid a le devoir par rapport à son histoire de faire une prestation XXL à cette compétition. Maintenant, je n'oublie pas les monstres sacrés que sont le Bayern de Munich, voilà, qui peut aussi sortir son épingle du jeu. L'Inter de Milan est aussi présente. Ce sera l'occasion pour Christian Chivu, le nouveau entraîneur de l'Inter, de faire ses preuves. Et je partage aussi ton point de vue par rapport à Manchester City, parce que hormis les 4 arrivées de cet été, n'oublions pas qu'il y a déjà eu les arrivées de Marmouche et d'autres joueurs pendant l'hiver. Donc tout ça, il va falloir bien mélanger les ingrédients pour que ça puisse nous donner une très bonne sauce à déguster. J'ai une autre question par rapport à cette compétition. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les absents ont tort? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Liverpool, le FC Barcelone, le fait qu'ils ne soient pas présents, ça fait quand même c'est comme une sorte de tâche sur ces deux clubs. Est-ce que tu partages mon point de vue par rapport à leur absence? C'est comme s'ils ne sont pas invités à la fête. Ouais, c'est vrai, mais je pense que s'il y avait beaucoup de grands clubs, ça aurait été comme pour la Super League, comme un cercle assez fermé de très grands clubs européens. Même si c'est vrai à côté, il devait encore y avoir Espérance de Tunis, Al Hilal, Inter Miami. Si je peux me permettre, quand tu parles de grands clubs dans le monde, faut pas citer l'Inter de Miami. Merci. Non, ce n'était pas en termes de grands clubs que je disais. Je voulais dire les autres clubs petits, au moins, si tu veux, qui étaient invités en Afrique, en Amérique,
en Asie, tu vois. Donc, moi, je pense que s'il y avait Liverpool, s'il y avait le Barcelone, ça aurait été un peu comme un cercle fermé, comme la Super League, par exemple. Et voilà, ça aurait encore fait débat, si je peux dire. Je pense que que ce soit un peu restreint, pas une bonne chose. D'accord. A contrario, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que cette compétition sur le reste de la saison prochaine peut être un mal pour un bien pour les clubs qui n'y ont pas participé? Je m'explique. Là, le FC Barcelone et le FC Liverpool ont arrêté leur saison euh, en mai, si je puis m'exprimer ainsi, avec la fin des championnats respectifs, que ce soit la Liga ou encore la Première Ligue. Ce qui signifie qu'ils vont uniquement reprendre vers la mi-juillet et ils vont reprendre dans un rythme habituel. Par contre, les clubs qui participent à cette Coupe du Monde des clubs, ils vont quand même y laisser de l'énergie, de l'influx nerveux. Est-ce que tu ne penses pas que sur la longue, sur la durée de la saison prochaine, ce sera plutôt un handicap pour tous ces clubs qui ont participé à cette compétition? Ah oui, bien sûr, ça sera un handicap. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus peur pour les joueurs parisiens, par exemple. Mhm. Parce que quand je pense, par exemple, aux joueurs tels que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Portugais qui ont aussi continué la Ligue des Nations, ils ont gagné la finale, ils ont fini avec un voyage vers les États-Unis. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Je crois que la compétition va s'achever le 18 juillet. Et à côté, il y a la mi-août. Les championnats vont reprendre en mi-août et il y aura aussi La finale de la Super Bowl. Et puis, ils joueront le 18 juillet. Voilà, donc ils ont un peu de repos, vraiment un peu de repos. Sachant avant la reprise des championnats, il va falloir qu'ils puissent encore faire une autre préparation. Donc, c'est vraiment épuisant pour les joueurs. C'est vraiment épuisant. Donc, Barcelone, Liverpool, c'est clair que les participants, solution de ben pour eux. Physiquement, surtout, ils pourront se reposer contrairement aux autres. Ça peut expliquer pourquoi il y a eu beaucoup de transferts pour cette première saison de transfert. Disons que c'est un pari à voir, c'est un risque à prendre. Toutes les compétitions n'ont pas été observées de la meilleure manière lorsqu'elles sont arrivées. Voilà. La Ligue des Nations aussi, lorsqu'elle est parue dans le calendrier, certes, elle remplace les matchs amicaux, mais il faut quand même avouer que c'est beaucoup plus d'influx nerveux et lorsque le psychologique d'un footballeur est touché, parfois les jambes ne suivent pas. Mais quand tu vois la joie de tous ceux qui l'ont remporté et surtout la récente joie de Cristiano Ronaldo par rapport à ce trophée, peut-être le jackpot qui a gagné en termes de trophées, de réputation et surtout de financement à la fin de la compétition comment je peux dire, atténuer les difficultés qu'il pourrait potentiellement rencontrer. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quel est votre avis par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que vous êtes hypé par cette compétition ou alors elle est sans intérêt pour vous? Et surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner et surtout de partager.